Il n'y a plus rien de démocratique dans la construction européenne. Cette supranationalité, c'est enlever aux gens la capacité de se mêler de ce qui les regarde. C'est la destruction des services publics. La société française se paupérise à toute vitesse. La paupérisation, ça n'est pas la misère. La paupérisation, c'est les travailleurs pauvres. L'union des marchés de capitaux, c'est un vrai danger. Personne n'en parle. La start-up nation à la Macron, c'est pas de la concurrence libre et non faussée. Tout est truqué depuis le départ. C'est une démocratie, la France, il n'y a absolument pas de doute. Mais elle est simplement plus aux mains de démocrates. Donc ça pose un vrai problème. Et la troisième raison avancée par M. Emmanuel Macron, et je vous assure, je suis tombé de ma chaise en l'entendant, je me suis dit, c'est pas possible que personne n'ait relevé ça. C'est que cette construction a pu se faire loin des passions populaires. Quand vous ne prenez pas en compte les attentes des peuples pendant trop longtemps, ça vous saute au visage. Et ça va pas tarder à arriver. Le nom de Napoléon, et tout particulièrement celui de Napoléon III, parce qu'on va beaucoup s'y intéresser, est-il tabou? Que retenir de cette époque, de toutes les réformes qui ont été faites? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Joachim Murat. Alors je dis Joachim parce que j'ai bien compris qu'il fallait le prononcer ainsi. Prince de Pontecorvo. Troisième tête de liste pour la liste Nous le peuple, menée par Georges Kuzmanovic. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise. Et ensemble, nous allons aborder le sens de son engagement politique, puis nous parlerons de l'héritage immense des deux Napoléons, tout en nous intéressant, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout particulièrement au Second Empire. Alors, Joachim Murat, bonjour, bienvenue chez Front Populaire. Bonjour Bertrand Guillot, merci beaucoup. Alors pour ceux qui ignorent votre parcours, est-ce que vous pouvez nous donner votre curriculum vitae? Alors je vais essayer d'être très synthétique. Donc j'ai eu la chance de vivre à une époque où on faisait son service militaire. Donc j'ai fait un service militaire sérieux. Donc j'étais au 14e APCS, puis ensuite dans la réserve opérationnelle du 1er Pays-Bas. J'ai fait une période au Kosovo. À l'issue de quoi j'ai intégré l'industrie de défense française. À l'époque ça s'appelait la SAGEM, c'est devenu le groupe Safran. J'ai passé pour ce même groupe 7 ans expatrié en Inde pour monter l'état civil biométrique indien. Et maintenant, je suis dans les domaines de la souveraineté numérique. Et je m'occupe de souveraineté digitale, qui est un sujet particulièrement sensible. Et je suis marié, j'ai 2 enfants, pardon. Alors, ça n'aura échappé à personne, vous portez un prénom et un nom très connus, a priori qui se transmet de père en fils. De père en fils, oui. Ça, vous allez nous expliquer. Alors, quand on porte un nom aussi ancré dans l'histoire de France, est-ce qu'on ne se sent pas à un moment écrasé par le poids de l'héritage et est-ce qu'on n'a pas envie justement de prendre part à cette histoire que vos aïeux ont construit? Alors, c'est la raison numéro 1 de mon engagement dans cette liste. Nous, le peuple, pour les élections européennes, parce que comme vous le savez, on a tout à perdre à s'engager en politique aujourd'hui en France. Et j'ai une vie qui est plutôt pas désagréable, et m'engager en politique, c'est simplement prendre un gros risque de chambouler cette vie-là et peut-être même de me fermer beaucoup de portes. Pour répondre à votre première question, qui est de savoir le poids de l'héritage, en fait, le syndrome d'imposture, normalement, toute personne normalement constituée qui porte un nom qui reflète une part de l'histoire de France ou qui reflète une part de la symbolique nationale doit se sentir un peu imposteur jusqu'à une certaine limite. Et moi, la façon que j'ai eu de me débarrasser de ce syndrome d'imposture, c'est, comme je vous le disais au début, c'est de faire l'armée de façon sérieuse. Et ça m'a permis de me débarrasser de ça. Et à partir de là, j'ai pu embrasser cet héritage qui a ses zones d'ombre, mais qui a surtout ses zones de lumière. C'est un héritage d'orage, de foudre, mais surtout du soleil d'Austerlitz. Donc, Et donc vos motivations à cet engagement politique, quelles sont les grandes thématiques? Vous nous avez parlé de cette liste Nous le peuple, alors elle est assez peu connue, hein, oui, on va le dire. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est justement, là, avant les élections européennes, si vous pouvez nous dire très rapidement quels sont les grands axes de ce parti, mouvement plutôt d'ailleurs, et vous, qu'est-ce qui fait que ça vous a attiré? Alors, c'est un mouvement, donc c'est une coalition, c'est une alliance entre l'Appel au peuple, qui est un parti gaulo-bonapartiste auquel moi j'appartiens, et République souveraine de Georges Kuzmanovic, plus des gens de la société civile. Alors moi, il y a une chose qui nous a tous réunis. Alors évidemment, le souverainisme, on parle de souverainisme, en fait c'est vouloir le maintien, et au minimum le maintien, et au mieux le rétablissement de la souveraineté populaire et de la souveraineté nationale, que ce soit en France et dans la construction de l'Union européenne. Donc ça, c'est le point qui nous rassemble. Le second point qui nous rassemble beaucoup, c'est la défense du modèle social français aujourd'hui et le modèle de justice sociale français. Aujourd'hui, la fédéralisation de l'Europe, la volonté de créer des États-Unis d'Europe, se fait complètement dans le dos des peuples. Hein. Vous l'avez rappelé et documenté à longueur d'émissions sur Front Populaire et dans vos multiples revues. Il n'y a plus rien de démocratique dans la construction européenne, depuis déjà au moins une trentaine d'années. Donc ce sont les 3 grandes indépendantes, hein, vous savez, la Banque Centrale Européenne, la Commission et la Cour des justices de l'Union Européenne, qui font la pluie et le beau temps. Le Parlement, bon, il est un peu là pour faire croire qu'on vote, et il a un petit pouvoir, mais il est quand même assez limité.
Et petit à petit, on crée une espèce de structure supranationale qu'on va appeler fédération. Vous avez un intervenant, je crois, il n'y a pas très longtemps, qui a bien fait la différence entre ce qu'on appelle fédéralisation et supranationalité. Et cette supranationalité, c'est enlever aux gens la capacité de se mêler de ce qui les regarde. Donc maintenant, tout va être décidé de plus en plus par des techno-gestionnaires, des technocrates, des sachants, comme ce qui est un terme qui, au niveau de Bruxelles, et qui va tomber en plus fine et qui tombe déjà en plus fine sur toutes les populations. Et le problème, c'est que le modèle qui est développé par ce modèle supranational, c'est le modèle anglo-saxon à l'américaine. Donc c'est la destruction des services publics pour la soi-disant concurrence libre et non faussée, c'est-à-dire l'ouverture à la concurrence et à la compétition de tous nos services publics. C'est la destruction de notre modèle social de répartition et de redistribution qui doit être aménagé, qui doit être amélioré, évidemment. Il y a des excès dans ce dispositif, mais moi j'y tiens. Et je ne peux pas me résoudre à voir ce dispositif français. C'est ce sens de la justice et de l'égalité à la française qui est le fruit de toute l'histoire de France. C'est de Clovis à la Ve République, c'est 1500 ans, tous nos rois, Bouvines avec l'indépendance et un petit peu avant, évidemment Louis IX sous son Saint-Louis sous son chêne, qui a construit ce modèle social français, ce modèle de justice sociale à la française, et qui va être pulvérisé par l'Union européenne telle qu'elle est construite aujourd'hui. Et ça, je ne peux vraiment pas m'y résoudre. Sur l'échiquier politique, vous vous placez où ? L'appel au peuple, le parti auquel j'appartiens, est un parti qui étrangement est classé comme d'hiver gauche par le ministère de l'Intérieur, alors que c'est un parti gaulo-bonapartiste, donc en fait centre-droit. Voilà, c'est très clairement l'appel au peuple centre-droit. République souveraine de Georges Kuzmanović, c'est plutôt néo-chauvinementiste, ce serait plutôt centre-gauche. Voilà. Et nous, le peuple, honnêtement, vous n'avez pas d'extrême absolu, c'est-à-dire il y en a pas tant que ça. En tout cas, à ma connaissance, dans la liste, il n'y en a pas. Mais ça réunit des frexiteurs, ça réunit des bonapartistes, ça réunit des républicains sociaux, ça réunit plein de monde dans un arc, je dirais, rationnel et cartésien. Donc on a Philippe Grégoire, qui est le président fondateur du SAMU agricole, SAMU social agricole. On a Olivier Delorme, l'écrivain essayiste bien connu. On a Nadia, qui est la fondatrice des Mères de France, vous savez, qui a lutté contre le développement du frérisme et de l'islam politique dans les banlieues françaises. On a vraiment un arc très, très large de personnes représentant vraiment, pour le coup, la population française qui travaille, qui est face à des problématiques de précarité et de paupérisation. Je pense qu'on va en reparler en parlant de Napoléon III, mais la société française se paupérise à toute vitesse. La paupérisation, ça n'est pas la misère. La paupérisation, c'est les travailleurs pauvres. C'est que vous avez un boulot, mais vous êtes tellement mal payé. Vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts. Voilà, donc c'est quand même vraiment pas normal. Et en plus, ils veulent nous démonter notre modèle social et en tous les cas nos services publics. Donc ça, c'était... J'interviens parce que dans un débat, Valérie Hayé a dit qu'une personne qui n'arrivait pas à joindre les deux bouts, c'était un reportage, je ne sais pas si vous l'avez vu, d'une personne qui n'arrivait pas à joindre les deux bouts, qui faisait du repassage, qui faisait du ménage, et qui craignait le contrôle technique. Et Valérie Hayé lui avait dit qu'il fallait changer et prendre une voiture électrique, qu'elle n'aurait plus de problème de... Mais pourquoi pas? Il faut acheter une Tesla dans ces cas-là, madame. Vous êtes vraiment, c'est pas possible. Vous n'avez pas 60 000 € à mettre dans une Tesla, mais qu'est-ce que vous avez fait de votre vie? Vous avez peut-être pu mesurer à ce moment-là le précis, la déconnexion d'une certaine élite. Ah non, mais évidemment, c'est parfaitement choquant. Et vous avez de plus en plus de Français qui sont forcés d'accumuler plusieurs jobs dans la journée pour effectivement joindre les deux bouts. Et puis vous avez une inégalité dans le système social qui est patent, qui d'ailleurs a été fabriquée par les socialistes. Vous savez que c'est François Hollande qui a cassé l'égalité face au modèle social en enlevant notamment les aides aux familles les plus riches pour les aides à la petite enfance. Donc maintenant, on les réservait aux familles les plus en demande. Mais non, normalement, il devrait y avoir égalité parfaite face au modèle social. Et ça a créé une accélération de la paupérisation de la classe moyenne. Donc quand vous êtes deux jeunes parents, que vous gagnez plus de 3 000 € par mois, pour avoir accès à une place en crèche, bon courage. 3 000 € par mois, pas par personne, le couple. Donc déjà, pour habiter dans une grande métropole, à 3 000 € par mois, vous oubliez à tout jamais, les loyers sont tellement élevés que c'est absolument pas en rêve. Pas de chance, c'est là que sont les bassins d'emploi, donc vous avez toujours... Et pour trouver une crèche pour le petit dernier, c'est pratiquement impossible. Donc vous avez de plus en plus de gens qui prennent la décision, l'homme ou la femme, en général c'est plutôt la femme, qui décide de quitter son job pour s'occuper de l'enfant à plein temps, parce que s'il fallait avoir une crèche et une nounou, ça vous coûte aussi cher que ce que vous rapporte votre salaire. À 200-300 € près, vous gagnez 300 € et en plus vous n'êtes pas avec votre gamin. Donc vous préférez... Voilà, donc il y a quelque chose, il y a un combat féministe là-dessus par exemple qui est totalement absent. Totalement absent. Structurellement,
l'aide sociale à l'enfance, l'aide sociale pour les jeunes parents, même pas l'aide sociale, l'infrastructure faite pour les jeunes parents, alors qu'on nous appelle à faire du réarmement démographique, c'est ça, est tellement mal fait que vous avez des femmes qui décident de quitter leur emploi parce qu'elles n'ont pas les moyens de faire l'un ou l'autre. Oui, donc c'est quand même pas normal. Là. On a vraiment, enfin, ça fait partie des centaines d'exemples de ce que deviennent nos services publics, avec l'aide, le soutien et l'accélération des directives de l'Union européenne. Alors, ce mardi 4 juin, il y a eu un débat sur France Télévisions avec 16 candidats et la liste « Nous, le peuple » était absente. Oui. Comment vous vivez cette invisibilisation ? Évidemment très mal, parce que si vous voulez, aujourd'hui, quand vous êtes une liste d'initiatives citoyennes, vos chances d'y arriver sont d'exister, parce que si vous n'êtes pas vu à la télé, vous n'avez aucune chance d'atteindre un certain pourcentage aux élections. C'est pratiquement impossible. Donc aujourd'hui, les élections européennes, mais les autres aussi, sont complètement trustées par les partis existants en place. Vous ne pouvez pas avoir de création nouvelle. Ou si vous voulez faire une création nouvelle, il faut que vous soyez entièrement soutenu par des gens qui ont énormément de moyens, et notamment des moyens médiatiques. Si vous n'avez pas ou l'un ou l'autre ou les deux, vous allez ramer énormément. Et donc nous, on rame énormément, parce que vous rendez-vous compte qu'aujourd'hui, pour une élection européenne, il faut rassembler à minima 700 000 € de votre poche, hein. Parce qu'il faut imprimer 108 millions de bulletins de vote à distribuer dans 70 000 bureaux de vote, 52 millions de professions de foi et 150 000 affiches. Et ensuite, il faut tout envoyer et tout coller à vos frais. Donc, et quand vous avez fait ça, vous n'avez pas fait un meeting et vous n'êtes toujours pas passé à la télé. Donc il faut déjà réunir une somme très importante. Donc si vous n'avez pas de trésor de guerre ou si vous n'avez pas derrière des grosses fortunes qui vous soutiennent, bien, ça ne marche pas. Donc la Startup Nation à la Macron, à la Emmanuel Macron, cette soi-disant Startup Nation, c'est pas de la concurrence libre et non faussée, tout est truqué depuis le départ. Si vous n'êtes pas déjà un mammouth de la politique ou si vous n'avez pas un oligarque derrière vous, vos chances de faire entendre votre voix sont quasiment nulles. Et quand vous êtes souverainiste, quand vous avez le tampon infamant de souverainiste, parce qu'aujourd'hui la nouvelle infamie c'est d'être souverainiste, alors là, vous oubliez à tout jamais. Oui, pas du tout je me rappelle, alors, je crois que c'était Libération qui avait, ou je ne sais plus quel média pour être très honnête, qui avait placé Georges Kumanovic parmi les personnalités de droite. Qui connaît Georges Kumanovic est surpris. Curieux. Oui, c'est quand même curieux. Alors, en plus, si vous voulez, on a teinté d'infamie le terme souverainiste. Ça, c'est la fabrique rhétorique a réussi à faire du souverainisme quelque chose d'insultant, en l'assimilant, en l'amalgamant au populisme, aux anti-vax, aux complotistes un peu foutraques, etc., etc. En mettant en avant uniquement des figures souverainistes qui sont parfois un petit peu amusantes, un peu étranges. Vous avez des tas de souverainistes très très sérieux. Régis Debray est un homme très sérieux, Marcel Gauchet est un homme très sérieux, Michel Onfray est un homme très sérieux, Natacha Polony est une femme très sérieuse, Kuzmanovic est un homme très sérieux. Voilà, c'est plutôt d'eux dont il faudrait... Alors, M. Asselineau est un homme sérieux, M. Philippot aussi. Mais il y a plein d'autres figures qu'on met souvent en avant sur le souverainisme qui sont un peu foutraques et ça permet de décrédibiliser le truc. Et le terme souverainiste est en fait vous savez, c'est pas du tout un mot français, hein, ça vient de nos cousins québécois. L'idée du souverainisme, c'est simplement de rétablir la souveraineté populaire. Il faut quand même se rappeler d'une chose, et ça, je trouve que c'est très symptomatique. Les 1500 ans d'histoire de France ont amené à la mise en place d'une nouvelle légitimité pour la souveraineté. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on légitime un pouvoir? Pourquoi est-ce que... C'est d'ailleurs, c'est la devise de la revue Front Populaire, c'est la fameuse phrase vous savez, arrêtez de la Boétie, arrêtez de servir et vous voilà libre. C'est que vous décidez de servir un pouvoir s'il a une légitimité. Avant, cette légitimité était de droit divin, donc c'est Dieu qui décidait. Donc, là, si c'est Dieu, pas grand-chose à dire, on suit. La Révolution, les Lumières et la Révolution sont passées par là, et on est passé d'une souveraineté de légitimité divine à une souveraineté de légitimité populaire. De plus en plus populaire, parce qu'on était d'abord sur un suffrage censitaire, puis ensuite un suffrage universel uniquement avec les hommes, puis finalement un suffrage universel avec hommes et femmes. Donc un suffrage universel. Et maintenant, avec l'Union européenne, on est en train de renverser cette tendance de la légitimité par souveraineté populaire et souveraineté nationale en mettant une strate supranationale qui revient exactement au même que le droit divin. Puisque vous allez avoir
espèce de courant d'influence et de pouvoir qui vont décider qui va être mis en place à la tête de cet État supranational, mais ce ne sera pas vous, ce ne sera plus le peuple. Donc la souveraineté populaire est en train d'être totalement diluée par la construction européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui, et on la vend toujours en vous disant si l'Europe ne marche pas, c'est parce qu'il faut plus d'Europe. Enfin, c'est complètement ridicule, on le sait que ça ne marche pas. Je veux dire, le constat de l'Union européenne, de Maastricht et de von der Leyen est un constat d'échec. Ça ne veut pas dire que la construction européenne est une mauvaise idée et que c'est un échec. Il faut faire la construction européenne. On a 2 exemples de réussite de la construction européenne, c'est Airbus et Erasmus, qu'on nous sort à longueur de journée. Or, justement, c'est 2 exemples qui n'ont rien à voir avec l'Europe de Maastricht. Ça a été fait par coopération multilatérale avant la création de l'Union européenne et avant le traité de Maastricht. Et évidemment, c'est incorporé maintenant dans l'Union européenne. Mais ce qui prouve que l'Europe des nations fonctionne. L'Europe des coopérations interétatiques sur des plateformes et des décisions de délégation de souveraineté ou temporaire, c'est toujours temporaire. Parce que la souveraineté, Henri Guénaud le dit très bien, la souveraineté, vous ne l'enlèverez jamais. C'est la phrase de la Boétie, dans le sens où on ne vous l'enlève que si vous êtes d'accord pour qu'on vous l'enlève. La souveraineté, c'est la capacité de dire non. Voilà, c'est simple que ça. Je crois que c'est Montaigne qui disait ça, l'homme libre, c'est celui qui dit non. L'esclave, lui, il dit oui. Mais on refuse aussi la possibilité au peuple de pouvoir dire non. J'en veux pour preuve l'absence de référendum depuis 2005. Il y a aussi dans le projet européen, on peut considérer une volonté de totalement squeezer, pardonnez-moi l'expression, le peuple. Ah oui, on est tout à fait d'accord là-dessus. C'est-à-dire que toute la construction se fait dans la pénombre des commissions et le clair-obscur des cours de justice, comme le disait très bien Philippe Séguin. C'est-à-dire vraiment dans le dos du... Alors, il y a un truc qui est absolument incroyable. Revoyez, je crois que c'est entre la 5e et la 6e minute du discours du président Macron à la Sorbonne en 2017. Entre la 5e et 6e minute, il explique pourquoi la construction européenne a pu se faire aussi bien, aussi vite. Parce qu'elle réunissait 3 conditions qui ont permis la construction européenne. La première condition, c'est que la sécurité était assurée par les Américains. Donc là, pas de problème. Donc déjà, on sait d'avance que l'OTAN, ce sera... Voilà. La deuxième condition, c'est qu'on savait quel était le modèle à copier et vers lequel modèle il fallait aller, les États-Unis d'Amérique. Donc au moins, on sait aussi, depuis le début, quelle est l'intention de M. Emmanuel Macron et des fédéralistes, c'est de créer des États-Unis d'Europe sur le modèle américain. D'où l'expression de père fondateur aussi. Voilà, père fondateur, absolument, vous avez raison, absolument. Père fondateur de l'Europe, exactement comme George Washington. Et la troisième raison avancée par M. Emmanuel Macron, et je vous assure, je suis tombé de ma chaise en l'entendant, je me suis dit, c'est pas possible que personne n'ait relevé ça, c'est que cette construction a pu se faire loin des passions populaires. C'est-à-dire qu'elle s'est faite dans le dos des peuples. C'est clairement dit, clairement exprimé. C'est qu'au moins, la masse bêlante, la populace ne s'est pas mêlée de ça. On a fait ça entre gens sérieux, hein, Jean Monnet, Robert Schuman et toute la clique. Et ça s'est fait loin des passions populaires. C'est comme c'est absolument extraordinaire. Donc, vous avez le président de la République, M. Emmanuel Macron, qui vous explique en 2017 que l'Europe, c'est 1, l'OTAN, 2, le modèle à atteindre, l'objectif absolu, c'est de devenir les États-Unis d'Amérique, et 3, pour y arriver, on ne va pas demander au peuple, parce qu'il ne s'agirait pas qu'il commence à se mêler de ça, parce qu'il ne sait pas ce qui est bon pour lui, le peuple. On le sait mieux que lui. Je pense que ne serait-ce que ce constat-là devrait nous inciter et nous inviter à réfléchir, à se dire, est-ce qu'il n'y a pas une alternative à cette construction européenne qui soit plus dans le sens de la souveraineté populaire? Alors, au niveau européen, il faut trouver les processus et les méthodes pour y arriver. Mais là, il faut arrêter immédiatement cette dérive fédéraliste. Et c'est pour ça qu'on a tous fait... Michel Onfray a fait partie des co-signataires de cette tribune au Figaro avec beaucoup d'intervenants dont la plupart n'étaient pas du tout souverainistes. Vous savez, Alexandre Jardin, écrivain, il n'est pas du tout souverainiste, Alexandre Jardin. Il explique simplement très bien qu'il a signé cette tribune parce qu'il ne dit pas s'il est pour ou contre la fédéralisation de l'Europe. Il dit ça, c'est mon choix, ça me regarde. Et je n'ai pas à donner d'avis là-dessus à qui que ce soit. En revanche, je suis contre le fait que cette fédéralisation ne fasse pas l'objet d'une acceptation par vote populaire. C'est-à-dire que ça se fait dans le dos des peuples. C'est ça qui est inacceptable. Pourquoi pas la fédéralisation si les populations européennes le décident? Mais là, on n'a rien décidé du tout. Hein. Donc je partage entièrement l'analyse d'Alexandre Jardin. Si le vote populaire nous amène vers une commission exécutive avec une von der Leyen toute puissante à la tête de l'Europe, c'est le choix du peuple, très bien, moi je respecte, c'est la démocratie. Sauf que le peuple ne votera jamais ça. Et c'est pour ça qu'on lui a jamais proposé de voter. D'ailleurs, vous remarquerez que dans les élections européennes qui viennent, là, nulle part la Macronie, à un moment, a dit que la probable défaite qui s'annonce aurait une quelconque conséquence sur un quelconque infléchissement. On a l'impression que finalement, c'est un coup pour rien.
Pour rien. Et puis un quelconque infléchissement, que ce soit national ou au niveau européen, c'est-à-dire supranational. Il n'y aura aucun infléchissement. Les Français peuvent voter massivement pour les partis anti-construction européenne à la von der Leyen. Ça ne change rien du tout. C'est magique. Alors, je vais quand même parler de votre liste, aborder un point qui est un petit peu douloureux. Vous avez été attaqué par Check News, donc l'agence. C'est plutôt assez marrant. Libération, les fact-checkers de Libération, pour avoir utilisé des portraits générés par intelligence artificielle pour une partie de. Ouais, pour 5 ou 7. Voilà. Alors, pourquoi l'avoir fait? Et la deuxième question que j'ai derrière, c'est. Parce que la justification de Georges Kuzmanovic, ça a été de dire que c'était des personnes qui souhaitaient absolument garder l'anonymat. C'est vrai. Et moi, la question, c'est justement, est-ce qu'il y a des combats trop dangereux à mener dans la sphère privée? Justement, c'est pour ça que cet article-là, Bertrand, je suis content que vous me posiez cette question, parce que cet article de Libération, alors c'est d'abord un symptôme de plus de la ligne politique de Libération. Mais ça, ils ont une ligne politique assumée, ils sont progressistes, pro-Glucksmann, voilà, très bien. Donc ils tapent sur tout ce qui n'est pas dans ce sens-là. Après tout, c'est avec mon argent, puisqu'ils sont subventionnés par mes impôts. Mais remarquez quand même qu'ils ne tapent pas vraiment sur les puissants, en l'occurrence. Oui, non, assez peu. Mais là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cet article dont le projet était de décrédibiliser nous, le peuple, déjà, c'est bien, on attire l'attention, c'est plutôt une bonne chose. Ça met le doigt sur un sujet qui est très important. C'est ce qu'on se disait en début d'entretien. Pour se lancer en politique en France aujourd'hui, il faut, beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, et 2, il faut être protégé. Parce que effectivement, nous avons 7 il faut, pour la liste des européennes, il faut réunir 81 candidats, qui soient tous éligibles. Et donc ça, c'est vérifié, c'est checké des centaines de fois par le ministère de l'Intérieur. Tout est vérifié, que vous n'ayez pas de... Enfin, il y a tous les critères pour être éligible qui sont vérifiés à la loupe sur chacune des personnes. Mais il faut pouvoir réunir 81 personnes. Et pour trouver 81 personnes aujourd'hui qui sont prêtes à s'engager en politique, publiquement, vous en avez beaucoup qui vont dire non, attendez, moi je ne veux pas perdre mon job. Et les 7 en question n'avaient tout simplement pas envie de perdre leur travail. Donc on est dans un pays où si vous vous engagez sur une liste qui est en gros centre-droit, centre-gauche, c'est pas, on n'est pas sur de l'hurluberlu qui veut faire des bases sur l'intérieur d'une lutte qui serait creuse, ou sur de l'identitaire acharné qui veut faire des grands bûchers avec tout ce qui n'est pas blanc et catholique. Donc on n'est quand même pas dans un truc... Et là, on risque quand même de perdre son job. Et donc les 7 personnes en question existent. Elles ont donné leur nom, leur prénom, leur carte d'identité, les extraits de casiers judiciaires, etc., au ministère de l'Intérieur. Mais vous avez le droit, c'est dans le code électoral, vous avez le droit d'avoir un alias. Vous avez le droit de ne pas être représenté. C'est tout à fait... le code électoral vous dit simplement la personne est éligible. Alors, si ça avait été... Elle est éligible, c'est-à-dire qu'elle est... elle correspond au code électoral. Sur une liste de 81 personnes aux élections européennes, les 81 personnes ne seront jamais. C'est pas possible. Il faut faire 100% pour avoir les 81 personnes élues au Parlement. Donc, dans le meilleur des cas, vous avez 6, 10, 12, 20 personnes qui vont être parlementaires. Donc, dans la fin de liste, c'est franchement, démocratiquement, pas du tout un problème que la personne se présente sous un alias, puisqu'il ne sera pas au Parlement. Donc, mais ce qu'il y a d'absolument fou, c'est qu'on soit dans un pays où les gens aient peur, pour leur travail, de se présenter sur une liste citoyenne, c'est-à-dire de se mêler de ce qui les regarde. Donc, 1, vous risquez de perdre votre job. 2, il faut rassembler 1 million d'euros. C'est normal, ça? Donc, vous comprenez que de plus en plus, on s'oriente vers un système démocratique qui, à mon avis, commence à décevoir beaucoup. C'est-à-dire que c'est une démocratie, la France, il n'y a absolument pas de doute, mais elle est simplement plus aux mains de démocrates. Donc ça pose un vrai problème. Est-ce que, selon vous, les sujets les plus importants ont été abordés dans cette campagne qui a été longue? Une campagne qui a été longue, il y a eu beaucoup de débats, notamment entre les 8. Alors, on va parler de ceux-là parce que c'est ceux qu'on a le plus vus. Mais on peut avoir le sentiment que ça s'est parfois résumé à un duel RN, Union européenne, pardonnez-moi le lapsus, Emmanuel Macron, donc Macronie, et qu'au fond, certains sujets qui méritaient de vrais développements n'ont pas du tout été abordés. Oui, alors pour moi, il y a plusieurs sujets qui sont absolument essentiels qui n'ont pas été abordés. C'est la construction européenne en tant que telle, va-t-elle dans la bonne direction? C'est-à-dire la fédéralisation, stop ou encore. Et ça, c'est quand même le sujet de ces élections, parce que la fédéralisation, elle va être décidée sur le prochain mandat de ce Parlement. La fédéralisation, c'est quoi? C'est de passer à la majorité au vote qualifié. Donc la majorité au vote qualifié, c'est-à-dire que sur 27 pays, si vous en avez 15 qui votent contre les 12 autres, les 12 se font imposer il n'y a plus de veto, il n'y a plus de majorité absolue. Donc c'est extrêmement grave.
Et là c'est extrêmement, c'est vraiment important dans le quotidien des gens, ça va tout changer. Et il faut se rappeler qu'il y a déjà des alliances au sein de l'Union européenne. Vous avez une alliance des 15, notamment, qui regroupe les pays nordiques, une partie des pays de l'Est, qui votent presque systématiquement dans le même sens. Et qui votent certainement pas dans le sens des intérêts français. Parce que si on pense aux agriculteurs, par exemple, l'agriculture française est un truc que les autres veulent abattre, parce que c'est un gros compétiteur pour eux en interne. Donc même faire rentrer l'Ukraine, c'est même mieux, parce que ça détruit l'agriculture française, donc ça améliore le monde. Mais alors ça, c'est le sujet numéro 1 pour moi. Ça, déjà, on parle de l'élection européenne. Est-ce qu'on a envie de continuer cette construction européenne qui a quand même fait la preuve de son inefficacité et même de sa toxicité depuis la création de l'euro, on a une perte de prospérité d'à peu près l'ensemble de tous les pays européens. C'est absolument effrayant. Donc, est-ce qu'on est d'accord pour ça? Est-ce qu'on veut continuer à faire ça? Ça, c'est la question numéro 1. La question numéro 2, c'est quand ça va passer à l'accélération, et l'accélération est en cours, quid de cette idée géniale de l'union des marchés de capitaux? Très peu de personnes en parlent. Je crois qu'on a posé la question à Raphaël Glucksmann. Vous pouvez dire ce que c'est exactement? Alors, vous savez, ils veulent créer... vous voyez le marché européen de l'énergie? Donc, le marché européen de l'énergie, qui est un désastre pour tout le monde aujourd'hui, hein, on est bien d'accord. Ils se sont dit, voilà, pour mettre un marché européen de l'énergie qui soit dans une concurrence libre et non faussée, complètement débile, un truc qui n'existe pas, c'est de la pensée magique, ça. Hein, dans une concurrence libre et non faussée, on va utiliser les mêmes méthodes de calcul du prix. Donc et on va en fait l'indexer sur le gaz. Voilà, c'est à ça que c'est arrivé. Dernière unité de production. L'indexion sur le gaz. Or, la France n'est pas productrice de gaz, la France elle a le nucléaire, etc. On se retrouve, nous, avec un prix de l'énergie qui est indexé sur le gaz, et le gaz a explosé avec le conflit en Ukraine et la destruction du gazoduc Nord Stream, dont on attend toujours l'explication, puisque apparemment on a compris que on ne sait pas d'où ça vient, une attaque extraterrestre probablement. Et ça a fait exploser le prix de l'électricité pour tous les Français. Donc on a planifié un calcul de méthode de prix du gaz au niveau européen qui ne convient pas du tout aux Français, mais qui convient à plein d'autres personnes, et qui ont fabriqué des intermédiaires qui s'en mettent absolument plein les poches de façon totalement aberrante. Et on va faire la même chose avec les marchés de capitaux. Donc on va faire un livret d'épargne européen. Donc, quand on va faire un livret d'épargne européen, on va devoir harmoniser les taux d'intérêt, l'éligibilité, la durée de couverture, est-ce qu'il sera liquide ou pas, est-ce que vous pourrez retirer de l'argent quand vous voulez ou pas. Ça va être au niveau européen, donc pour tout le monde. Le livret A, que connaissent bien les Français, il a un fonctionnement très particulier qui est très français. Et les ressources liées au livret A sont fléchées notamment vers le logement social, les infrastructures, etc. Le livret d'épargne européen, ça va être la destruction du livret A. Déjà, il faut oublier à tout jamais le livret A, il va sauter. Vous aurez comme seul truc le livret d'épargne européen. Et qu'est-ce qui va se passer avec ce livret d'épargne? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Quel taux de rémunération? Quelle liquidité? Quelle capacité à tirer quand je veux cet argent? Est-ce qu'il ne va pas être capté et gardé? Est-ce que ça ne va pas servir à rembourser la dette abyssale de certains pays européens? Parce que on nous dit, voilà, le Covid, c'est l'exemple que l'Union européenne, ça fonctionne. Pardon, c'est exactement le contre-exemple. C'est pas parce qu'il y a eu des achats groupés par les pays européens qu'on a payé nos vaccins moins cher. C'est complètement faux. On les a même pas a priori, d'après ce que j'ai compris, d'après le résultat de certaines enquêtes qui ont été reprises d'ailleurs par Le Monde, par a priori des journaux dits sérieux. On aurait payé, je crois, près de $2 de plus la dose que certains pays hors Union européenne. C'est-à-dire que Mme von der Leyen a tellement bien négocié qu'elle a payé plus cher une dose à l'échelle de milliards de doses. Donc il y a évidemment un énorme point d'interrogation sur le conflit d'intérêts et la corruption derrière ces gros marchés, mais la négociation groupée de l'Union européenne n'a servi à rien pour faire baisser les prix. Hein, donc c'est complètement faux cette histoire. Donc les fameux plans de restructuration, les plans Covid, les plans de financement Covid, qui étaient une planche à billets de la Banque centrale européenne, vont bénéficier à plein, par exemple, à l'Italie. Mais nous, en France, ça ne nous sert à rien du tout. Ça nous coûte de l'argent, ces fonds européens. Et puisque, vous savez, on a payé, je crois, 80 milliards, on va en recevoir 30. En gros, on paye 100, on reçoit 50. C'est ça le ratio. Pendant que les Italiens ont dû payer 80 et reçoivent 200. Donc vous imaginez bien que Mme Meloni, l'Europe, il ne faut surtout pas y toucher. Parce qu'elle attend encore que les 200 tombent chaque année un petit peu plus. Donc c'est beaucoup d'argent, 200 milliards. Donc il ne faut pas s'étonner que Mme Meloni ne soit pas exactement souverainiste en ce moment. Mais voilà, enfin en tous les cas, l'union des marchés de capitaux, c'est un vrai danger. Personne n'en parle, mais personne n'en parle.
et quid de l'insécurité généralisée en Europe? Quid de la laïcité? Parce que qu'est-ce qui se passe exactement? On a dans plusieurs pays européens une explosion du trafic de drogue. Vous avez la Hollande est quasiment devenue un narco-État, la Belgique est quasiment devenue un narco-État, la France est en train de devenir le Salvador. Je veux dire, les tribunaux mexicains alertent, les polices mexicaines ont alerté la France, ont alerté le ministère de l'Intérieur français en disant attention, vous êtes en train de vous transformer, enfin ça devient dramatique ce qui se passe en France. Pour nous, Mexique, c'est très embêtant parce que vous êtes un débouché énorme de nos producteurs à nous, ça crée énormément de violence chez nous, ça va créer énormément de violence chez vous. Le Mexique, quand les procureurs marseillais alertent sur le niveau d'infiltration des réseaux de narcotrafic au sein de la classe politique, au sein de ça, qu'est-ce que fait M. Dupond-Moretti? Il vole à Marseille pour dire à tous les procureurs, vous taisez, vous n'avez pas le droit de parler de ça. Enfin, pourquoi est-ce qu'on se voile les yeux? Alors ça, c'est vrai dans beaucoup de pays européens. Pourquoi est-ce que l'Europe ne marche pas là? Parce qu'en fait, l'Europe ne marche pas. Il devrait y avoir des accords. Europol, à quoi sert le fameux Europol? C'est Interpol qui fait tout le boulot, et c'est des accords interpolice d'État à État qui arrivent à peu près à fonctionner. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un Europol hyper efficace et une cour de justice contre le narcotrafic au niveau européen qui soit impitoyable? Aujourd'hui, les cours de justice de l'Union européenne, elles servent uniquement à sanctionner les États qui ne respectent pas des directives ultralibérales qui vous disent d'ouvrir votre marché à tout le monde, d'accepter toutes les théories sociétales les plus ubuesques, qui fait la promotion du voile à l'échelle européenne, alors que c'est totalement antinomique avec le modèle français de laïcité, qui favorise des associations dont on sait qu'elles sont islamistes, dont on sait qu'elles sont des associations d'islam politique. Elles reçoivent des subventions européennes. Qu'est-ce que c'est que cette Europe? Si vous voulez, moi je ne comprends pas qu'on veuille imposer une fédéralisation alors que tous les citoyens européens savent très bien que ça ne marche pas. J'ai une dernière question sur cette première partie, c'est est-ce que vous ne considérez pas que les questions internationales ont pris beaucoup trop de place dans cette campagne? Oui, alors c'est le principe du détournement, c'est-à-dire que modulo le cynisme quasiment criminel de LFI qui importe pour une basse avidité électorale, des bas appétits électoraux qui importent le drame palestinien et l'épouvantable massacre dont ont été victimes les Israéliens le 7 octobre et dont les Palestiniens sont aujourd'hui victimes d'une répression absolument épouvantable. Ils importent ça en France en simplifiant complètement le sujet et en polarisant au maximum, simplement pour séduire une population de culture musulmane qu'ils imaginent être naturellement plus sensible à une cause palestinienne où on aura porté au fer blanc l'injustice de l'État israélien dans sa façon de réprimer l'attentat terroriste du groupe terroriste Hamas du 7 octobre, avec quasiment l'assentiment de tous les Blancs. On comprend qu'en plus ça devient une guerre raciale, une guerre religieuse, un truc. Donc il y a une espèce d'antisémitisme qui se réveille, il y a un truc. Enfin, c'est parfaitement indigne. Donc ça permet effectivement de détourner l'attention. Ça c'est très bien. On parle beaucoup moins d'Ukraine, je trouve. Je trouve qu'on a là pour le coup, il y a un sujet qui nous concerne alors là très directement. C'est ce qui se passe en Ukraine. Finalement, la dernière fois qu'on en a parlé, c'est parce que j'ai vu que Monsieur Biden et M. Scholz avaient donné l'autorisation, ce qui est formidable pour un pays souverain de recevoir l'autorisation des États-Unis, de tirer sur le sol russe. Donc, parfait, M. Zelensky est très souverain, on comprend qu'il est vraiment aux commandes, il attend l'autorisation pour pouvoir ouvrir le feu. Je comprends que M. Macron va aussi dans cette direction, ce qui est évidemment honnêtement, je ne suis pas dans le secret des états-majors, mais ça ressemble c'est de la folie furieuse. Attaquer un pays qui est une puissance nucléaire comme la Russie, c'est très étrange d'avoir une volonté pareille. Et si vous avez la moindre capacité à mettre en doute cette politique, à dire attendez, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est une bonne idée d'attaquer les Russes? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt essayer d'avoir une action diplomatique extrêmement ferme pour imposer un cessez-le-feu et appeler à des négociations de paix tout de suite? Parce que pendant ce temps-là, le peuple ukrainien est en train de se faire massacrer et il ne s'agit pas de jouer avec une puissance nucléaire dont on ne sait pas jusqu'où elle peut aller. On ne sait pas jusqu'où elle peut aller, donc on ne va pas commencer à jouer avec ça. Et si vous avez ce discours-là, vous êtes un poutinophile, vous êtes quasiment munichois, on comprend que vous êtes pratiquement un adepte d'Adolf Hitler et de l'invasion de la Pologne, vous êtes un collaborationniste, c'est de la folie furieuse, parce que vous êtes antifédéraliste. Et seule l'Europe fédérale peut vous sauver des Russes. Et à nouveau, ils utilisent cet argument pour vendre l'Europe fédérale. Donc moi, Non, si les sujets internationaux dans l'élection européenne, ça paraît pas aberrant qu'ils s'invitent, puisque l'Europe, c'est un sujet international. Mais on a parlé de tout sauf d'Europe.
On a parlé de Gaza, on a parlé de ce que vous voulez, mais c'est pas l'Europe, ça. Donc, c'est pas la construction européenne et c'est pas l'avenir des peuples européens dans leur construction européenne. Et moi, pour conclure là-dessus, ce qui m'étonne beaucoup, c'est l'aveuglement des décideurs européens qui veulent nous enfoncer à marche forcée dans la gorge cette Union européenne fédérale, cet État supranational européen, alors qu'ils pourraient l'obtenir simplement en démontrant que l'Europe fait quelque chose. Quand l'Europe aura fait des choses efficaces, quand l'Europe aura servi à quelque chose, quand l'Europe aura protégé ses frontières, quand l'Europe aura lutté contre les trafics de drogue, quand l'Europe aura rétabli l'ordre dans tous ces pays, quand l'Europe aura vraiment rétabli la sécurité, quand l'Europe aura rétabli la prospérité en prenant des mesures de protectionnisme, même light, contre les produits chinois, contre les produits turcs, contre les produits brésiliens, elle en est incapable, elle ne le fait pas. Donc tant qu'elle n'a pas fait ça et qu'elle n'a pas démontré aux habitants européens que la construction européenne, effectivement, c'est bénéfique, il ne faut pas rêver, on sera tous toujours contre cette construction-là. Alors, je vous propose de passer à la deuxième partie, on va parler histoire. Pour introduire, je voudrais savoir un petit peu ce que vous pensez de ce qu'il en est de l'attachement de la France et des Français aux grandes figures historiques. Parce que moi, si vous voulez, je suis assez frappé de voir que dans le discours public, les références historiques ont quand même tendance à vachement diminuer. A beaucoup diminué, c'est-à-dire qu'à part De Gaulle, qui manifestement tout le monde est gaulliste aujourd'hui, même ceux qui auraient détesté De Gaulle à l'époque, à part Général de Gaulle, j'ai pas l'impression qu'il y ait une figure, même Jaurès, alors je sais, Georges Kuzmanovic par exemple parle de Jaurès, mais ils sont très très peu finalement à utiliser l'histoire. Moi ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a une perte d'intérêt de l'histoire, une perte d'emprise de l'histoire en France? Alors, vous oubliez comme la figure de Robespierre, qui est remise en avant sans arrêt par cet avenir lumineux que nous promet la France insoumise. Oui, non, vous avez raison, évidemment, oui, ça se constate dans chacun des discours, dans chacune des références. Alors, il y a une double raison à ça. La première, c'est que de toutes les façons, de plus en plus, les acteurs politiques il y a une médiocrité de la connaissance historique, il y a une médiocrité de la culture qui se voit dans les acteurs politiques, mais en fait un peu partout. Et de toutes les façons, le niveau général de connaissance historique a été largement abaissé. Alors là, à nouveau, vous savez que l'Europe y travaille beaucoup à abaisser le niveau de connaissance historique pays par pays, puisqu'il faut créer maintenant une histoire européenne, bon, pourquoi pas, donc ultra simplifiée. Et donc pour s'adresser maintenant à un électorat, il faut être aussi trivial que possible. C'est-à-dire qu'on vous prend pour des imbéciles, on nous prend pour des imbéciles, et ça va être de pire en pire. On va nous prendre de plus en plus pour des imbéciles. Alors que, moi qui suis régulièrement au contact de plein de gens d'horizons très très différents, un peu partout en France, pour des conférences, alors c'est vrai que c'est toujours dans un cadre de commémoration historique. Donc il faut être juste, le public auquel j'ai affaire est un public qui est sensible à l'histoire. Donc, mais je sais que c'est un public qui est très très large. Donc il y a énormément, je suis toujours très bluffé du nombre de jeunes en France qui connaissent finalement plutôt bien leur histoire. Alors, vous avez bien sûr, mais comme toujours, comme à toute époque, vous avez bien sûr une partie de la jeunesse qui s'en moque un peu, ça l'intéresse pas, elle a pas ça en tête, elle va peut-être s'y intéresser plus tard, mais elle s'y intéresse pas maintenant. Et j'ai vu qu'il y avait eu cette étude qui démontrait que quand on demandait aux jeunes de moins de 25 ans, je crois, pour vous, qu'est-ce que vous, moins de 18 ans, je sais plus, pour vous, qu'est-ce que c'est que le 14 juillet? La réponse était le bal des pompiers et le feu d'artifice. Pratiquement personne répondait la prise de la Bastille. Donc oui, il y a un effondrement de la connaissance historique et évidemment, c'est un drame. Et il y a aussi également le côté, peut-être un peu... On a l'histoire honteuse. Oui. Et l'histoire honteuse, je pense notamment à... Ne lancez pas là-dessus, Bertrand. Allez, je vous ai lancé, allez-y. Oui, mais oui, l'espèce d'auge, de pataugeoire à repentance dans laquelle on nous a jetés. Alors, le grand début, ça a été Bernard-Henri Lévy et Laurent Geoffrin avec les nouveaux philosophes. Là, le ventre est encore fécond, on peut sortir la bête immonde. Mais après, c'est passé à la surmultiplier avec Monsieur Chirac et Madame Taubira, qui ont fait des tours de magie pour nous balancer dans la repentance coloniale et esclavagiste. Bien sûr, Mitterrand avait mis sa dose avec touche pas à mon pote. On a effectivement la commémoration honteuse. Vous en rappelez peut-être pas, mais moi je l'ai vécu de façon personnelle. En 2005, c'était le bicentenaire de la bataille d'Austerlitz. La bataille d'Austerlitz, c'est une bataille qui est gagnée par les soldats de l'an 2. La France est un empire depuis un peu moins d'1 an. Et donc les soldats qui sont sur le champ de bataille d'Austerlitz, c'est les soldats de la Révolution. Donc c'est les soldats de la République. Et ils vont mettre en échec 3 puissances extrêmement obscurantistes, 3 empires obscurantistes.
en cri de vive la liberté. Donc et ça va complètement redessiner la carte de l'Europe et de l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc c'est une bataille qui, historiquement, a un rôle important en France, évidemment, mais dans toute l'Europe. Donc c'est un sujet intéressant de commémoration et de célébration. Monsieur Jacques Chirac, à l'époque, a évidemment interdit de célébrer, mais il a interdit de commémorer. La seule commémoration qu'il y avait sur Austerlitz, sur le sol français, elle a eu lieu place Vendôme. C'est la Saint-Cyrienne, qui est une association privée qui est liée aux enfants, enfin aux épouses, je crois, je vais dire une bêtise, mais c'est une association de Saint-Cyr, c'est l'association privée de Saint-Cyr. Donc j'étais là avec mon cousin, le prince Napoléon, le Jean-Christophe Napoléon Bonaparte, avec ma tante, la princesse Alix Napoléon, la princesse Napoléon. On était tous les trois. Il y avait des représentants de l'état-major français, mais c'est tout. C'est la seule célébration qu'il y a eu. Le 2005, c'était également le bicentenaire de la bataille de Trafalgar. Et là, qu'est-ce qu'a fait M. Chirac? Il a envoyé un porte-avions pour aller célébrer Trafalgar. Quand vous envoyez un porte-avions, il est escorté par un sous-marin nucléaire et par une escadrille Rafale. Ça coûte des millions. Donc les Français ont payé des millions pour commémorer, célébrer Trafalgar pour les Anglais, mais on a eu interdiction de célébrer Austerlitz. Donc oui, c'est absolument honteux et lamentable. Ça se calme un peu là. Je trouve que on devient un peu moins frileux. Alors évidemment, on a toujours des historiens de plateaux professionnels qui ont un fonds de commerce sur la France, méchants coloniaux, les débordements ahurissant de Jean-Michel Apathy. Mais c'est absolument génial. Quand vous avez Jean-Michel Apathy qui vous dit très sérieusement, avec son petit accent du Sud, donc que ça passe au mieux, que s'il était président de la République, il raserait le château de Versailles. Et il est sérieux, c'est pas une blague, parce qu'il estime que les Français doivent absolument se détacher de cet esprit de grandeur, parce que la grandeur, pour lui, c'est la grandeur allemande. Donc c'est forcément des gens qui vont envahir la Pologne. Non, c'est pas ça, monsieur Apathy, la grandeur française. La grandeur française, c'est le code civil diffusé dans 70 pays dans le monde et qui amène l'émancipation et l'égalité de tous devant la loi. C'est ça, la grandeur française. Et le même monsieur Apathy qui va vous expliquer que la Nouvelle-Calédonie, les Calédoniens ne sont pas des Calédoniens de cœur. Monsieur Apathy, depuis 87, les Calédoniens ont fait 4 référendums. Les 4 référendums où la majorité du corps électoral étaient des natifs, c'était des Kanakis et d'autres natifs de Calédonie, donc qui constituaient plus de 60% du corps électoral, ont tous voté, on veut rester français. 4 fois de suite, quand même. Donc comment est-ce qu'on peut ne pas être français de cœur dans ces conditions? Je veux dire, les gars choisissent 4 fois de suite de rester français. Que vous ayez des gens qui soient contre, qui veulent une indépendance pour des raisons X, Y ou Z, qui soient ou sincères ou un petit peu, je dirais, subventionnés, par l'étranger ou par des partis intérieurs qui visent à la déconstruction française, ça peut arriver. Mais l'immense majorité de la population de Nouvelle-Calédonie, 4 fois de suite, a dit « nous sommes français, nous voulons rester français ». Alors, quand on entend un Michel Apathy, il faut raser Versailles et la Nouvelle-Calédonie, c'est une colonie, on est chez les fous, c'est exactement l'inverse. Donc voilà, bon, tout ça est très énervant et on laisse la parole à ce type de personnage. Vous savez, moi j'appartiens à une tradition et à un héritage politique et historique qui démontre que tout changer et tout améliorer en très peu de temps dans une situation d'ultra-crise, c'est faisable. Donc quand on vous explique « Ah non mais c'est l'Europe, on peut rien faire », c'est pas vrai. Napoléon Ier, c'est tellement gigantesque que ça sert à rien d'être contre lui. De toute façon, il y en a eu un, il n'y en aura pas deux. Ils sont pas prêts de le revoir, donc la République n'a pas peur de Napoléon Ier. En revanche, la République a très peur de Napoléon III. Napoléon III a posé toutes les bases de la justice sociale en France. Toutes les bases. Il a en tête cette chose toute bête, c'est d'ailleurs lui qui l'écrit, il dirait la pauvreté cessera d'être séditieuse lorsque l'opulence cessera d'être oppressive. Moi, j'ai rien contre les oligarques. À partir du moment où ils servent à quelque chose. La leçon à tirer de tout ça, c'est 1, on rétablit l'ordre, 2, on améliore la situation. Mais vous ne pouvez pas améliorer la situation tant que vous n'avez pas rétabli l'ordre. Quand vous ne prenez pas en compte les attentes des peuples pendant trop longtemps, ça vous saute au visage. Et ça va pas tarder à arriver.